KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Les grands mots tombèrent dans le silence étendu entre les deux hommes, faisant des cercles qui eurent tout le temps de s'étaler puis de s'effacer tant qu'il dura. Voilà, monseigneur, les deux seules routes possibles. Cependant, je reste entre les deux, l'une où je ne suis plus, l'autre où je ne suis pas, où me poussent d'obscurs désirs et des besoins moraux. Tout cela semblait droit, limpide. En dépit des apparences, celui qui se confiait là sentait une grande anxiété sourde et la gêne d'un peu de honte. Réprimé pendant l'exposé, cette poussée se fit jour, s'étala. Il se sentit rougir. Il savait trop quel nom portaient ses obscurs désirs et ses besoins moraux. Plutôt que cet affaissement sentimental des anciennes disciplines de son intelligence, il eût compris les conversions brusques, le renversement subit qu'ont fait quelques saints, se jeter d'un seul coup en Dieu malgré toutes les poussées inverses. Aucune générosité de cœur n'ayant pu l'y conduire, ni la constante nostalgie de l'ancienne foi, il était scandaleux qu'un fléchissement passionnel l'y sollicitât maintenant. Le regretter ne servait à rien au monde. Il ne savait même pas quel violent et confus espoir, à défaut du seul espoir véritable et impossible, se mêlait à ces confidences si nourries d'idéalisme, si spécieuses, si apparemment inspirées du seul souci des intérêts éternels. Il craignait que sa rougeur ne se vît. Mais monseigneur Herzog était debout, doux visage de pensée pure, que la méditation faisait lumineux et laissait ingénu. Cœur sans défense qu'on trompait si bien, il ne savait pas soupçonner les motifs sous les propos, ni les visages d'hommes sous les masques dialectiques. « Tout tourne en bien pour les élus, dit-il en partant, jusqu'aux obscurités de l'écriture, car il les honore à cause des clartés divines. » Augustin termina la pensée célèbre. « Tout tourne mal pour les autres jusqu'aux clartés, car ils les blasphèment à cause des obscurités qu'ils n'entendent pas. » Lorsqu'ils sortirent sur le palier, des pleurs d'enfants vinrent de l'intérieur cette fois. Augustin s'arrêta une seconde, écouta, continua de descendre, mena jusqu'à la rue le vieil homme menu et blanc. Arrêté dans le courant d'air de la porte ouverte, quand Madame Desgrès des Sablons à sa première visite, l'évêque terminait. L'exégète, pour qui l'âme de Jésus est le problème essentiel, se sépare des autres, même dans les recherches positives. La véracité de Jésus est argument capital, et c'est un fait aussi que l'étrange attrait du Christ. Il ne vit pas le petit nuage sur le visage d'Augustin, reflet de tant d'exégèse et d'inoubliables suspicions. Ce fut très momentané, presque un temps de raison. De nouveau, un grand souci l'envahit. Après tout, se disait-il, en remontant, ses scrupules exagéraient. Il avait parlé pour elle, il le savait bien, avec le secret espoir que ses paroles lui seraient rapportées. Mais les mécanismes de l'évidence n'en fonctionnaient pas moins, jugeant des apports dont peu importaient les sources, ni s'ils étaient ou non humectés de tendresse humaine. Les chaleurs revinrent presque tout de suite, après quelques heures d'une pluie fumante qui ne rafraîchit rien. Bébé ne pouvait aller beaucoup mieux, évidemment. Augustin notait les températures, la proportion des biberons absorbés, la qualité des sels et presque le nombre de gémissements, en des sortes d'équations dont l'inconnu ne se dégageait guère. Il y avait au moins un élément de prognostic favorable, la diarrhée cessait. Le reste de l'amélioration viendrait en son temps. Mais l'histoire changeait pour Christine. Au vrai, il y avait deux Christines. Une était faite d'idées à peu près claires et pouvant s'énoncer. Elle pensait et parlait trouble dentaire, biberon, bouillie.
Elle était tendue, optimiste et méticuleuse. Mais une autre Christine doublait la première, imperméable au raisonnement de type médical que multipliait Augustin. Une grosse boule d'anxiété lui gênait continuellement quelque chose autour de l'aorte, permanente, et d'une lourde pesée inerte. Christine mangeait avec, dormait avec, en d'absurdes nuits hachées. Si l'enfant malade pleurnichait, régurgitait le biberon, se retournait, grognant, après 8 ou 10 suctions, toutes ces réactions, par quoi la petite vie innocente n'exprimait que transitoire malaise animal, apportaient à la mère une souffrance d'une bien autre richesse, où s'intéressait toute la multiplicité de son cœur, suivant cette cruelle loi d'amplification qui régit tous les amours. Si le bébé buvait au contraire de bon appétit, ce qui pouvait coïncider avec une heure plus fraîche du jour, avec un repas antérieur à rattraper, les répercussions changeaient de sens. Elles se développaient vers une joie non pas pure et sans mélange, mais inquiète et pleine de la peur des espoirs trop beaux. Un jour que le bébé avait vomi, on revit se pencher sur l'enfant le dos du médecin. Ses mains velues l'assirent sur le berceau, tâtèrent le rose plissé des petites cuisses. « Je trouve, docteur, qu'il a maigri. »« Si, il a maigri. » Mollit un peu tout au plus. Le pli que fait le doigt dans l'épaisseur des cuisses est peut-être un peu plus lent à se remplir. Le poids ? Baissé de quelques grammes, je suppose. La température ? Cet après-midi, 37,5, hier 37,8. Oui, petite poussée fébrile. Avec cette chaleur, que voulez-vous que cela prouve ? Puis, redressé, souriant, d'une autorité qui repousse d'avance toute objection contre l'imprécision forcée de ses pronostics. Franchement, je ne puis rien dire encore, je reviendrai. Et à une angoisse de Christine qu'il saisit au vol dans ses profonds yeux noirs. Naturellement, non, il n'y a rien à craindre. Mais avec ces petits-là, on fait toujours un peu de médecine vétérinaire. Comme ils ne peuvent parler, il faut laisser aux choses le temps de parler pour eux. Plus de diarrhée, me dites-vous ? Plutôt un peu de constipation ? Et d'un ton qu'Augustin trouve nettement encourageant. Ah ! Il sort de sa poche le bloc déjà vu, écrivant et donnant en même temps quelques éclaircissements sur la manière de prendre, voyons, une toute petite potion au citrate de soude. Et je repasserai dans 3 jours vous réconforter. Comme Augustin le reconduisait, il s'arrêta un peu à la porte, parla de toute autre chose, des étudiants de leur époque commune, qu'ils avaient tous les deux par hasard rencontrés. Vous vous rappelez un tel et tel autre ? Il citait des camarades de médecine ayant oscillé entre Paris et Lyon. Appia ? Mais fort bien. Il m'a dit vous avoir connu. Il est installé quelque part, pas très loin d'ici. Et un autre ? Un drôle de corps ? Non. Pas dans la médecine. Attendez. On l'appelait Verlaine. Et un autre nom avant Verlaine. Il existe toujours, me disait Appia. Vague professeur libre, je ne sais plus où. Bah, je me sauve. Ce fut la seconde visite. La petite chair continua de souffrir avec une naïveté désarmée. La conscience rudimentaire, posée là en attente pour de riches développements futurs, ne pouvait que marquer, on ne savait contre quoi, la souffrance la plus vaine et la plus ignorante, comme un lapin que saigne un furet, donnant l'air des coups de griffe vagues et sur rien. En somme, pensait Augustin, quoi de décidément grave ? La situation, méthodiquement analysée, ne montre rien. Je comprends très bien les inquiétudes de Christine, mais enfin. Le matin au lever, quand il embrassait sa sœur, il lui demandait « Pas de changement ? Pas d'aggravation ?» Christine eût pu dire à son gré « Le seul fait qu'il n'y ait pas de changement est grave. » Ou encore « Je ne sais plus ce qui est grave ou ce qui ne l'est pas. » Mais elle haussait simplement les épaules, sans rien dire que « Il a telle température » ou « Il a bu tel volume de lait ». Augustin, comparant les phrases banales au visage assombri qui les prononçait, trouvait qu'elle exagérait un peu.
Avec la vieille mère, Christine était tout autre, lui montrant la même confiance tyrannique, tranquille et absolue que bébé mettait en elle-même. Ses plus profonds instincts de sensibilité sautaient par-dessus 30 ans d'intervalle. Elle pensait tout haut devant elle, laissait balbutier ou pleurer ses inquiétudes et ses réflexions dans un dialogue tellement spontané qu'elle eût pu le conduire toute seule. Après la plus implicite assurance, elle disposait autour d'elle l'amour de sa mère comme jadis le duvet tiède et sans poids couvrant son lit d'enfant. Elle avait une manière de prendre moralement toute la place, telle une fillette dans son lit. Chacune de ces poussées d'émotion suscitait naturellement un émoi maternel sans même qu'elle y pensât. Parfois, une crainte venue de sources différentes la frappait en éclairs, illuminait des fonds d'un autre soir. Elle se disait qu'elle eût dû atténuer les chocs dont elle heurtait ce vieux cœur. Une sorte d'appel vers une protection surhumaine lui faisait murmurer « Pas tout à la fois, mon Dieu !» Mais il arrivait qu'elle le murmurât devant sa mère. Augustin finit par le lui dire, sans une suffisante douceur, ce dont ils s'attristèrent tous les deux. « Somme toute quoi, il fait chaud et ses dents percent. » Il lut dans les yeux de Christine une sorte de surprise dans la peine qui lui serra le cœur. « Oui, c'est vrai, fit-elle. Je devrais faire plus attention. » Puis très doucement. « Prie Dieu que je me trompe. » Il crut voir quelques vagues ressemblances avec les désaccords de leur adolescence, quand il rayait les religieuses qu'elle aimait. Sans la crainte de paraître railler aussi Christine, il eût repris à son compte le mot du médecin. « Affaiblissez l'éclat de ses yeux noirs, vous en verrez d'autres, jusqu'à ce qu'il ait 20 ans. » Les jours qui suivirent lui donnèrent raison. Bébé prit plusieurs biberons, les garda, dormit. La potion au citrate fait son effet, pensa Augustin. Nous finirons par en voir la fin. Ce mieux parut durer. Christine put revenir coudre dans la salle à manger, les après-midi, avec une imitation de la tranquillité d'autrefois. On revit un peu de l'ancien sourire de perspicacité indulgente. « J'ai des excuses à offrir, fit-elle un matin. J'ai oublié de dire que j'avais vu Madame Marguillier dans la rue. Il y a bien 15 jours. Je suis bien coupable. » « Ah, fit Augustin, sans sortir de sa rêverie. Je rapporte 3 phrases essentielles, j'ai d'ailleurs oublié les autres. Premièrement, j'ai eu le plaisir de déjeuner auprès de monsieur votre frère, que je ne connaissais pas. Comme il est agréable. Marie-Louise était ravie, vraiment ravie. D'un ton de très brave femme, ce qu'elle est d'ailleurs. Avenante, presque insistante. Mais vous ne venez donc jamais nous voir, ni lui non plus. Au moins dimanche après-midi pour une tasse de thé. Troisième phrase, d'un air confidentiel cette fois, très entre nous. Christine leva verticalement le petit doigt de la main droite. Marie-Louise est très sérieuse, vous savez. Oh, très sérieuse. Voilà, conclut-elle, j'ai dit l'essentiel. Puis, sur la pointe de ses chaussures silencieuses, elle s'enfuit au berceau. Mais son frère n'avait cure de Marie-Louise. Peut-être était-ce une illusion. Il me semble presque qu'il recommence d'engraisser un peu, fit-elle en revenant, avec ce beau regard pathétique des mères qui sourit et supplie à la fois. L'automobile traversait la petite ville. Augustin mit la main sur le bouton d'éclairage intérieur et éteignit. Il avait 10 minutes au plus, selon ses calculs, pour calmer son émotion, relâcher l'étreinte en serrant sa poitrine, retrouver une manière normale de respirer et de sentir. La voiture gagna les boulevards circulaires des anciens remparts. Le pinceau des phares caressait successivement chaque tronc de platane, fouillait l'intrado des feuillages, frôlait le square d'entrée, des buissons, des statues, son monument aux morts et la femme nue et casquée qui menaçait le bâtiment de la petite vitesse de 2 saints personnifiant la guerre et la victoire. La voiture montrait sur la chaussée des rugosités insoupçonnées, faisait sortir des variétés subtiles de vers blafards et de tons pierres et les rendait à la nuit. Puis elle se lança sur la route rectiligne. Le bord de nuit, infiniment tiède,
commençait d'épaissir et se devinait stellaire. Mais Augustin ne regardait pas. Tous ces vestibules d'heures enchantées le sollicitaient en vain de se détendre, d'être perméable au bonheur. 2 jours après l'arrivée de Monseigneur Herzog, étant allé au Sablon comme on le lui avait demandé, il n'y avait pas trouvé mademoiselle de Préfaille. Il mit 3 minutes à comprendre. Après quoi, une douleur violente le mordit comme une bête. Violente mais non brutale. Moqueuse au contraire, ironique, lui présentant une plaisanterie féroce, silencieusement taillée aux mesures de ses vœux. Il sut néanmoins rester assez longtemps pour Madame Desgresses et quelques visiteuses. Il fut d'une gaieté simple, agréable, sans aucune gêne, tout au moins allégé de l'étranglante timidité de son amour. Dans cette voiture, au parfum ténu qu'il reconnaissait en tremblant, gardant sous ses yeux fermés la violente image des beaux lieux, dont il savait bien que cette fois elle ne serait pas absente, il sentait revenir cette timidité désespérée. Elle avait marqué tous les moments qui précédaient la présence et ne faisait pas d'exception pour celui-ci. Elle le garrottait comme elle avait toujours fait. Elle s'annexait en passant un certain sentiment de guindé, dû à sa toilette du soir, fort inusuelle dans cette petite ville et que quelques passants avaient aperçu. Contre cet îlot inerte et résistant, déferlaient des flots d'une intoxicante émotion heureuse, mêlée de défaillance de respiration et d'une brûlure d'espérance. Tous ces mouvements s'accommodaient entre eux, sans qu'il n'y pût rien. Ils se promenaient en lui, entraient, sortaient, forçaient les passages. Lui était passif et possédé. Il pouvait aussi peu s'opposer à leur allée et venue qu'à la marche de la voiture. Il sentait fuir les minutes de l'inutile trésor de temps qui lui restait encore, enfoncé dans les coussins, acceptant les yeux fixes cette angoisse mortelle et bienheureuse. Il regardait la casquette raide que portait le chauffeur, s'intéressait à sa forme spéciale et au parement blanc de la livrée. De profondes parties sombres épaississaient l'espace du côté des sablons, et l'on devinait les futaies. La voiture y fut à angle vif, siffla la conciergerie à une distance impérieuse, la jeta derrière elle, glissa sous le tunnel noir des feuillages, d'une douceur bruissante, docile et luxueuse. Débarqué trop tôt, la solitude momentanée du grand salon lui fut accueillante. Marqué de souvenirs, mais prêt pour d'autres sens, les emplacements particuliers où il avait vécu se représentèrent. Le coin de la revue des Deux Mondes, celui de Copenhague, le voisinage du grand piano d'où les couples étaient partis, le dossier du fauteuil où Anne avait appuyé ses bras. Le reste retrouvé de toutes ses souffrances lui parut étranger et présent à la fois. Il s'y reconnaissait, sentait les différences, se demandait combien de jours avaient passé depuis qu'il avait souffert à chacun de ces emplacements-là. Il était raidi de restreinte et d'attente. Un feu, bien inutile, pétillait et flambait dans une énorme cheminée Louis XIII, dont il n'avait pas encore eu l'occasion d'examiner les détails. Le valet de pied regroupa longuement ses bûches avant de le laisser seul. Lui s'agaçait de ses manipulations sans fin, désirant retendre son plastron, son gilet, retoucher sa cravate. Enfin l'homme partit, et Augustin ne sut plus si la chaleur de l'air venait de ce feu, de cette nuit trop tiède, ou de tout son trouble. Une dame en robe crème entra. Elle lui fut massive, fermée, inaccueillante. 30 à 35 ans environ. Ils se saluèrent silencieusement. Elle ne peupla en rien cette haute solennité déserte. Monseigneur Herzog apparut ensuite, douce figure à cheveux de neige, et dans sa soutane strictement noire, d'une minceur osseuse d'adolescent. Il augmenta la confusion d'Augustin par le souvenir des précisions religieuses, dont celui-ci lui avait paru demander d'être à la fois le confident et le véhicule.
mais l'évêque vint à lui avec cette douce affection de type monastique où toute tendresse est tue. Augustin sut par lui que M. Descrest des Sablons se trouvait en voyage, qu'on était très peu de monde, qu'il tombait dans une totale intimité parce que... Ils s'interrompirent, se tournèrent ensemble vers la porte qui s'ouvrait, et ce fut regroupement, simplification radicale de son cœur, joie, ascension, abandon de tout le reste du monde. Augustin acceptait la servitude adoratrice en toute clairvoyance et soumission. Les vraisemblables douleurs ultérieures ne comptaient pas, n'importaient pas, fumaient d'avance dans l'Holocauste. De sentir ainsi envahie toute la capacité de souffrir et d'aimer d'un cœur d'adulte grave et intact lui était une joie distincte et spéciale. Mais nager dans la plénitude de sa joie, il fallait seulement s'occuper d'atténuer le feu dangereux de son regard. La chaleur de fièvre localisée dans sa poitrine et qui y resterait tout le soir pouvait demeurer où elle était. On ne la voyait pas. Cette discipline sur lui-même, cette prudence acharnée pour ne laisser voir qu'enjouement et gaieté, lui permirent de saluer ensemble, avec les mêmes mots et le même sourire, dans une délicate gratitude générale et un plaisir inséparé, Anne et Madame Descrest des Sablons. « Comment allez-vous ce soir » dit celle-ci. « Venez vous mettre ici, la nuit est exquise. Vous n'avez pas trouvé ? Vous ne semblez pas l'avoir vue. » L'interpellé expliqua que la nuit, comme la musique, se sentait assez bien les yeux fermés. Fort honorablement, il s'affligea ensuite d'apprendre qu'il ne pourrait saluer M. Descrest des Sablons. Il est parti pour 8 jours. Mais vous verrez mon beau-frère qui nous est arrivé hier. Augustin se trouvait dans un quadrilatère de fauteuils dont Monseigneur Herzog occupait l'un. Il avait, parmi ses essais, découvert une formule de liberté aimable et de loisir. Gardant les yeux fixés sur Madame Descrest des Sablons, il continuait de ne voir Anne que par les franges de sa vision, se permettant tout au plus 2 ou 3 coups d'œil naturels, droits, riants, plus libre quand la visite déborde l'eau. La chaleur de son émotion était d'une telle permanence que, comme du bonheur devenu visible et matérialisé, elle le baignait et le supportait en une sorte de milieu vivant. Madame Descrest des Sablons appuyait à l'oreille de la bergère sa belle tête d'une mélancolie relevée de sourire, dans le ton général d'abandon apparent et de langueur qu'elle aimait. Un brillant solitaire luisait sur un exquis soulier de satin noir, porté en l'air assez avant et assez haut par l'entrecroisement des jambes. Sous une robe d'une légèreté pure et savante, dont les plis mouillés flottaient et s'appliquaient à la fois. Mais Augustin discernait en elle ce soir-là un certain raffinement de soumission et même de faiblesse, une nuance de moelleux quand son armature quotidienne de hauteur languide et d'ironie, la grande dame n'avait pas coutume de montrer. Tout chez elle exprimait à l'état de dilution extrême, de vagues regrets dont on ne savait trop quoi, fort conciliable avec le sourire, pas très affirmé, pas très sûr non plus, que quelque chose de précis valut la peine d'être regretté. Or le regret général inhérent à toute vie. Et sans doute, si de moins tout était comme autrefois, était cela plus que de l'apparence, la nature véritable que ces sentiments devaient nécessairement revêtir sous le pesant regard de renoncement et de puissance qui l'envelopperait bientôt. Augustin évoquait le jour lointain, jamais oublié, où il l'avait déjà vu ainsi, en face de son beau-frère, avec ce même bonheur de docilité, toutefois sans cette grâce pathétique de l'extrême beauté déjà touchée, mais non encore vaincu par des déceptions irrémédiables et par le temps. Il lui arrivait d'appeler à la conversation, d'un ton délicieux d'amabilité paresseuse, la dame en blanc, crème du début, qui avait tendance, non pas au maussade, mais au retranché et à l'absent. Augustin se rappelait de semblables invitations pleines d'une bienveillance indolente, envoyées d'un bateau par de voyageuses couchées parmi des coussins, à des amis restés sur la rive. C'était un dimanche d'été. Le bateau remontait la Tamise
en longeant les pelouses de Kew Gardens. Étendu sur ces pelouses, Augustin se sentait néanmoins emporté dans un rythme de rame, perdant le sens des fixes berges, bercé'inexistantes vagues, en dérive sur une sorte d'immatérielle extension des flots. La dame, en blanc crème, sèchement souriante et presque dégelée, répondait par une phrase qui amorçait une autre question. Mais déjà son interlocutrice ne l'entendait plus. Tout près d'elle, à la toucher, sur un tabouret large et bas dont elle n'occupait qu'un angle, Anne était assise, splendeur de pensive jeunesse. L'attention d'Augustin, sans paraître dirigée sur elle, ne la quittait pas, la perçait de son acuité froide et ardente, absorbant la merveille spontanée de l'attitude et de la minute. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.